Chapitre 1, Illusion. Nolan Voss avait toujours été sous-estimé. À 38 ans, avec sa silhouette filiforme et son air réservé, on avait tendance à prendre ses calculs pour de la faiblesse. Il se souvenait de sa première rencontre avec Veronica Harding lors du vernissage d'une galerie à Boston, 5 ans plus tôt. Elle le qualifiait de discrètement rafraîchissant, comparé aux gestionnaires de fonds spéculatifs qui se disputaient son attention. Ce qu'il avait d'abord pris pour une appréciation de sa subtilité, il l'a ensuite reconnu comme un rejet. La maison d'Oakwood Drive était d'un silence inconfortable tandis que Nolan faisait semblant d'examiner les projections trimestrielles de son cabinet de conseil en sécurité. En réalité, il observait l'expression de sa femme qui tapotait son téléphone, un demi-sourire aux lèvres. Leur mariage battait de l'aile depuis des mois, mais ce sont des détails qui le convainquirent que quelque chose de plus sinistre se tramait. Des conversations téléphoniques à voix basse qui s'interrompaient brusquement dès qu'il entrait dans les pièces, des retraits inexpliqués sur leur compte joint, et cette étrange police d'assurance qu'elle avait insisté pour qu'ils souscrivent 3 mois plus tôt. Le plombier vient demain pour cette odeur de gaz au sous-sol, annonça Veronica sans lever les yeux de son téléphone. Essaie de sortir de la maison. Tu sais comment on est avec ces techniciens. Tous méfiants et inquisiteurs. Impossible. Répondit Nolan. J'ai la proposition Henderson à terminer. Date limite demain. Un mensonge. La proposition avait été soumise la semaine dernière. Les doigts de Veronica s'arrêtèrent sur l'écran de son téléphone. Sérieusement, tu ne peux pas me laisser un seul après-midi sans être paranoïaque. Ce n'est pas de la paranoïa quand ils nous ont déjà arnaqués. Tu te souviens de l'électricien qui a réparé notre câblage et a failli brûler la maison. Encore une invention. Il n'y avait jamais eu d'électricien. Elle soupira dramatiquement. D'accord. Fais ce que tu veux. Reste juste hors de son chemin. Nolan la regarda remonter à l'étage, la posture raidie par l'irritation. Il attendit d'entendre couler la douche avant de se glisser dans son bureau. La pièce était impeccable, trop impeccable. Veronica n'avait jamais été organisée. Il fouilla méthodiquement les tiroirs de son bureau, prenant soin de tout laisser exactement comme il l'avait trouvé. Dans le tiroir du bas, sous une pile de vieux magazines, il découvrit un téléphone prépayé. Les SMS confirmèrent ce qu'il soupçonnait depuis des semaines, Veronica avait une liaison. Mais ce qui le glaça, ce fut la conversation d'il y a 3 jours. L'assurance est souscrite. Il faut juste que ça paraisse accidentel. Une fuite de gaz, c'est le plus propre. Tu es sûr qu'il ne se doute de rien? Nolan, s'il te plaît. Cet homme est complètement inconscient. Il me fait entièrement confiance. Nolan remit tout exactement comme il l'avait trouvé. Son esprit s'emballait, mais ses mains étaient fermes. Il avait bâti sa réputation sur la gestion de crise et l'évaluation des menaces. Maintenant, il aurait besoin de toute cette expertise pour survivre à son propre mariage. Quand Veronica sortit de la douche, Nolan était de retour sur le canapé. Des feuilles de calcul s'étalaient devant lui, son visage parfait, un masque de concentration. « Je vais dormir », annonça TL. « Ne veille pas trop tard. »« Je finissais juste cette section », murmura-t-il sans lever les yeux. Tandis que ses pas s'éloignaient à l'étage, Nolan ouvrit son ordinateur portable et commença à faire des recherches sur l'entreprise de plomberie prévue pour le rendez-vous du lendemain. Dominique Rafferty était propriétaire de Rafferty Plumbing and Heating. Ancien militaire. 2 arrestations antérieures pour agression. Les charges ont été abandonnées. Permis valide, mais plusieurs plaintes de clients sont restées dans les archives publiques. Le téléphone de Nolan vibra, un SMS de son frère Théo lui parvint. Toujours partant pour la pêche ce week-end? Il répondit, changement de plan. Besoin de parler. Urgence. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Demain, il affronterait l'homme que sa femme avait engagé pour le tuer. Mais Nolan Voss n'avait jamais été du genre à tomber dans un piège sans préparation. Chapitre 2. La cible discrète. Nolan rencontra son frère Théo dans un restaurant à 24 km de la ville à 6 heures du matin. Malgré leurs similitudes physiques, tous deux avec les mêmes traits anguleux et les mêmes yeux gris orageux, Théo avait toujours été la présence la plus imposante. Un ancien marine reconverti en agent de sécurité privée. Sa silhouette imposante éclipsait la banquette qu'ils occupaient. « Tu as une sale tête », observa Théo en faisant glisser un café sur la table. « Veronica essaie de me tuer », répondit Nolan sans préambule. À sa décharge,
Théo ne rit pas et ne le congédia pas. Au lieu de cela, il posa sa tasse et demanda « des preuves ». Nolan lui montra des photos qu'il avait prises des SMS, de la police d'assurance, des prélèvements. Il lui expliqua le rendez-vous du plombier. Pour plus tard dans la journée. « Mais tu dois appeler la police », dit Théo fermement. « Et leur dire quoi ? Que j'accède illégalement au téléphone jetable de ma femme. Que j'ai des soupçons sur un plombier qui n'a encore rien fait. » Nolan secoua la tête. « J'ai besoin de preuves concrètes. Je dois les prendre sur le fait. C'est comme ça que les gens finissent par mourir. Je ne vais pas me lancer là-dedans à l'aveuglette. » Nolan glissa une clé USB sur la table. « Tout ce que j'ai trouvé est sauvegardé ici. S'il m'arrive quelque chose, ça ira directement à l'inspectrice Laurel Mandé. Tu te souviens d'elle dans l'affaire Parkman l'année dernière? Elle me doit une faveur. » Théo empocha la clé à contre-cœur. « Et quel est ton plan? » « Je vais leur faire croire qu'ils réussissent. » La voix de Nolan était froide, détachée. « Je ferai semblant de faire la sieste sur le canapé quand le plombier arrivera. J'enregistrerai tout. Puis je m'éclipserai quand ils seront distraits. Et après? Je démantèlerai leur vie morceau par morceau. » Le sourire qui traversa le visage de Nolan, ce visage mettait même Théo mal à l'aise. Personne ne me trahit et ne s'en va indemne. De l'autre côté de la ville, Véronica Voss retrouvait Dominique Rafferty dans un motel en bord de route. À 42 ans, Dominique avait la beauté patinée de quelqu'un qui avait vécu durement mais qui avait bien vieilli. Les tatouages qui couvraient ses avant-bras racontaient des histoires de service militaire et de séjours en prison dont il parlait rarement. « Je n'aime pas ça », dit-il en arpentant la pièce exiguë. Le meurtre, c'est un tout autre niveau. Véronica était allongée sur le lit, sa tenue de ville sur mesure disgracieuse sur le couvre-lit miteux. Ce n'est pas un meurtre, c'est la résolution d'un problème. Elle fit tourner son alliance à son doigt. L'entreprise de Nolan est sur le point de décrocher un contrat gouvernemental de plusieurs millions. Avec le contrat prénuptial résilié après 5 ans de mariage et cette police d'assurance, nous aurions tout ce qu'il faut pour disparaître. Et si quelque chose tourne mal, tout ira bien si on suit le plan. Les fuites de gaz sont monnaie courante dans les vieilles maisons comme la nôtre. Elle se leva et se serra contre lui. Une journée d'inconfort pour une vie de liberté. N'en vaut-elle pas la peine? Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Wesley Burke, l'ami le plus proche et associé de Nolan, était assis dans une voiture garée de l'autre côté de la rue, filmant leur rencontre avec un téléobjectif. Le même Wesley qui avait présenté Nolan et Véronica à la galerie 5 ans plus tôt. Rongé par la culpabilité d'avoir fait entrer cette femme dans la vie de son ami. De retour chez lui, Nolan se préparait. Il avait placé des détecteurs de mouvements quasi invisibles à des endroits clés de la maison. Il avait installé des enregistreurs audio microscopiques dans le salon et au sous-sol. Il avait préparé un sac de voyage et l'avait caché dans un compartiment sous la véranda. Puis il s'était installé pour attendre que le piège se déclenche. Chapitre 3, le piège déclenché. À 13h15 précise, la sonnette retentit. Nolan regarda par la fenêtre de l'étage Dominique Rafferty sortir d'une camionnette blanche ornée de plomberie et de chauffage Rafferty. Il ressemblait comme 2 gouttes d'eau à sa photo d'immatriculation, grand, musclé, avec sa barbe rasée et sa posture assurée, celle d'une personne habituée aux confrontations physiques, résonnèrent dans l'escalier. Véronica ouvrit la porte, sa voix portant dans l'escalier. « Monsieur Rafferty, merci d'être venu si vite. Je serais ravi d'aider Madame Voss. Où est cette odeur de gaz dont vous avez parlé? Au sous-sol. Mais d'abord, laissez-moi vérifier si mon mari travaille toujours. Il peut être difficile avec le personnel de service. » Nolan se rendit rapidement dans la chambre principale. Il lissa les draps, puis descendit jusqu'au canapé du salon. Il s'installa dans une position de sommeil convaincante, les yeux presque fermés, mais laissant une lueur d'espoir. Son téléphone enregistrait dans sa poche. Véronica apparut dans l'embrasure de la porte. Je l'observai un instant, puis retournai dans l'entrée où Rafferty l'attendait. « Il dort sur le canapé », dit-elle d'une voix basse. « Le timing est parfait. Suivez-moi. » Alors qu'il descendait au sous-sol, Nolan se leva silencieusement et se plaça près de la porte, tendant l'oreille. « La conduite de gaz est par ici, » disait Véronica. « J'ai déjà desserré le contact comme tu me l'as montré. Mais j'ai besoin que tu lui donnes une allure professionnelle. Quelque chose qui passerait l'inspection après qu'ils l'auront trouvé.
Et tu es sûr qu'il ne se réveillera pas? La voix de Raffer résonna dans les murs du sous-sol. J'ai écrasé un somnifère dans son déjeuner. Il sera inconscient pendant des heures. Nolan eut un sourire sombre. Il avait remarqué l'arrière-goût amer de son sandwich et en avait discrètement jeté la majeure partie après avoir pris quelques bouchées pour la forme. Quand tu auras fini, continua Véronica, nous partirons séparément. J'irai faire les courses, établir un alibi. En rentrant, je le trouverai inconscient à cause du gaz et j'appellerai les secours. D'ici là, il sera trop tard. Mon paiement, moitié maintenant, moitié quand l'assurance aura payé. 100 000 par versement. Et si quelque chose tourne mal, tout ira bien si tu fais bien ton travail. Sa voix se durcit. Ne t'inquiète pas pour le bruit. Mon mari est nul. Il dort toute la journée. Assurez-vous simplement que cette fuite de gaz ressemble à un accident après votre départ. Nolan en avait assez entendu. Il se glissa silencieusement vers la porte de derrière et récupéra son sac rempli de pré-emballage sous le porche. Alors qu'il traversait le jardin jusqu'au portail, il envoya un SMS à Théo. Un plan en marche. Rendez-vous au point B, il appela ensuite directement l'inspectrice Laurel Mandé. Ça fait un bail. Sa voix était réservée, mais professionnelle. J'ai besoin de votre aide, Laurel. Ma femme essaie de me tuer. 40 minutes plus tard, depuis la voiture de Théo, Nolan observait les voitures de police encercler sa maison. Il remit à l'inspectrice Mendes les enregistrements, les documents d'assurance et les SMS que Wesley avait transmis lors de sa surveillance. Ils attendirent que Véronica sorte du sous-sol avec Rafferty, tous deux satisfaits de leur travail. Dès que la police s'annonça, son visage se vida de ses couleurs. Nolan sortit de la voiture et s'approcha tandis que les policiers menottaient Véronica et Dominique. « Que se passe-t-il » demanda Véronica, la voix aiguë, emplie d'une certaine confusion. « Nolan, Dieu merci, vous allez bien. Il y a eu un terrible malentendu. Inspecteur Mandé, coupez-la. Madame Voss, on vous a enregistré en train de comploter pour assassiner votre mari à cause d'une fuite de gaz. Nous avons également sécurisé la conduite de gaz falsifiée comme preuve. C'est absurde. Jamais. » Elle aperçut Nolan s'approcher et força les larmes à monter à ses yeux. « Nolan, dis-leur. Dis-leur que je ne te ferai jamais de mal. » Nolan se tenait devant elle, l'air calme, récitant le texte qu'il avait répété. Ma belle-mère me préparait à déjeuner, mais il marqua une pause, voyant Véronica reconnaître son geste. Je t'ai entendu préparer mon meurtre avec ton amant. Ses fausses larmes s'arrêtèrent instantanément lorsqu'on lui lut ses droits. Tandis que les policiers la conduisaient vers la voiture de police, elle siffla à Nolan. Ce n'est pas fini. En fait, répondit-il doucement. Ce n'est que le début. Chapitre 4. Les profondeurs de la trahison. La mise en accusation était un cirque médiatique. Nolan, assis au fond de la salle d'audience, regardait Véronica et Dominique être formellement inculpés de complot en vue de commettre un meurtre. Sa belle-mère, Pauline Hardigne, était assise de l'autre côté de l'allée, le visage imprégné d'incrédulité et de rage. « Tu l'as piégé » cracha Pauline en sortant de la salle d'audience. Véronica ne ferait jamais ça. Les preuves parlent d'elles-mêmes, répondit Nolan d'un ton neutre. Je te suggère de consacrer ton énergie à lui trouver un bon avocat. Ce que Nolan ne révéla pas, c'était l'ampleur de son enquête. Dans les semaines qui suivirent les arrestations, il avait engagé une équipe de détectives privés pour fouiller le passé de Véronica et de Dominique. Ce qu'ils découvrirent était plus complexe qu'une simple liaison. De retour dans l'appartement temporaire qu'il avait loué, Nolan étala les dossiers sur la table à manger sous les yeux de Wesley et Théo. Véronica et Dominique se connaissaient avant notre rencontre. Nolan expliqua en désignant de vieilles photos. Ils avaient grandi dans la même ville de Pennsylvanie. Des rapports de police les décrivent ensemble, adolescents. Il avait été accusé d'agression pour elle à 19 ans, donc leur retrouvaille n'était pas une coïncidence, songea Wesley. Loin de là. Nolan sortit des documents financiers. 3 semaines après notre mariage, elle a commencé à détourner de petites sommes de nos comptes vers une société écran. Le plus dur, c'est que mon entreprise de sécurité n'ait pas eu de chance non plus d'obtenir ce contrat gouvernemental. Le cousin de Dominique travaille au service des achats. Théo siffla doucement. C'était une longue arnaque. 5 ans. La voix de Nolan était creuse.
5 ans de ma vie avec quelqu'un qui préparait ma mort depuis le début. Que vas-tu faire ensuite? Demanda Wesley. Nolan rassembla les dossiers méthodiquement. Veronica est représentée par Sullivan Pierce, le meilleur avocat de la défense de l'État. Elle parvient à payer ses $800 de l'heure malgré le gel de ses comptes. Quelqu'un la finance, conclut Théo. Exactement. Et je vais découvrir qui. Le téléphone de Nolan sonna, une notification. C'est le signal. Tara, lol, venait d'arriver au restaurant Lakeview. Tara était l'amie la plus proche et la confidente de Veronica depuis des années. Nolan l'avait toujours trouvée froidement calculatrice sous ses dehors pétillants. Comme il le soupçonnait, elle servait désormais d'intermédiaire entre Veronica et celui qui finançait sa défense. Nolan la rencontra seule, présentant l'image soigneusement élaborée d'un homme brisé en quête de réponse. « J'ai juste besoin de comprendre pourquoi », dit-il d'une voix volontairement tremblante, assis à une table dans un coin. 5 ans ensemble. Était-ce réel? Tara l'observa. La sympathie et le calcul se lisaient dans son expression. Veronica t'aimait à sa manière, Nolan. Mais certaines personnes ne sont pas faites pour le bonheur conventionnel. A-t-elle déjà parlé de me quitter? Avant tout ça, elle mentionnait se sentir parfois piégée. Tara sirota son vin, choisissant ses mots avec soin. Le contrat de mariage était restrictif. Alors c'était une question d'argent, insista Nolan, laissant sa voix légèrement rauque. N'est-ce pas toujours le cas? Le sourire de Tara n'atteignit pas ses yeux. Écoute, Veronica a fait des erreurs. Grave autrefois. Mais elle reste mon amie. Je suis à ses côtés. Même si elle m'avait assassiné, aurais-tu assisté à mes funérailles, Tara? Elle posa son verre. Je devrais y aller. Alors qu'elle ramassait son sac à main, Nolan lui prit la main. Je suis désolé. C'était injuste. Je suis perdu. Si tu lui parles, dis-lui que je suis prêt à discuter d'un arrangement, d'un abandon des poursuites, tout pour comprendre pourquoi. Le désespoir dans sa voix était parfaitement calibré, et il vit le moment de calcul de Tara. Elle se demandait s'il pouvait être manipulé. Je lui dirai, dit-elle finalement. Ce que Tara ne remarqua pas, c'était le traceur microscopique que Nolan avait transféré dans son sac à main lorsqu'il lui prit la main. Tandis qu'il la regardait s'éloigner, la voix de Wesley résonna dans son oreillette depuis le fourgon de surveillance. Elle avait cru. Direction Parker Street, maintenant. Reste avec elle, ordonna Nolan. Et appelez Laurel. Je veux que tout soit légalement recevable. En 3 heures, ils avaient leur réponse. Tara les a menés directement à Gregory Harding, l'oncle de Veronica et le frère de Pauline. Le riche promoteur immobilier avait toujours méprisé Nolan, le considérant comme inférieur à sa nièce. Ils avaient maintenant la preuve qu'il finançait la défense de Veronica et coordonnait sa stratégie de l'extérieur. C'est plus important que prévu, a déclaré l'inspecteur mandé à personne plus tard dans la soirée. Les finances de Gregory Harding sont liées à une demi-douzaine de sociétés écrans similaires à celles que Veronica alimentait. Nous étudions une potentielle opération de blanchiment d'argent s'étalant sur plusieurs années. Utiliser mon mariage comme couverture, a conclu Nolan. Potentiellement, a hésité Laurel. Nous avons besoin de plus de preuves pour inculper Gregory immédiatement. Payer l'avocat de sa nièce n'est pas illégal. De quoi avez-vous besoin? L'accès à ses dossiers financiers, à ses communications avec Veronica avant son arrestation, à tout ce qui le relie au complot de meurtre. L'expression de Nolan se durcit. Donnez-moi 2 jours. Chapitre 5. Le projet de l'architecte. La propriété de Gregory Harding s'étendait sur 2 hectares de côte du Massachusetts. La demeure, avec son parc parfaitement entretenu et son accès privé à la plage, reflétait l'argent et le privilège d'antan. Exactement l'image que Gregory avait cultivée malgré une fortune bâtie par des méthodes qui résistaient rarement à l'examen. Nolan n'avait jamais été invité à l'intérieur pendant son mariage avec Veronica. Il se tenait maintenant dans le bureau lambrissé de Gregory dans des circonstances bien différentes. « Tu as un sang-froid incroyable pour venir ici », dit Gregory, sans prendre la peine de se lever de derrière son immense bureau. À 62 ans, il conservait la forme d'un homme de 20 ans plus jeune, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, son costume sur mesure impeccable. J'ai pensé qu'il était temps qu'on se parle directement, personne ne répondit. Pas d'intermédiaire pour savoir pourquoi tu as orchestré une arnaque de 5 ans qui s'est terminée par mon meurtre.
Le rire de Grégory était dédaigneux. Ta paranoïa est embarrassante, Nolan. Véronica a commis une terrible erreur en s'impliquant avec ce plombier, mais insinuer que j'ai orchestré quoi que ce soit est absurde. Explique-moi ensuite pourquoi ton nom figure sur les documents de constitution de Meridian Holdings. La société écran, Véronica, se nourrissait de mon argent depuis la 3e semaine de notre mariage. L'étincelle dans les yeux de Grégory était presque imperceptible. J'ai des investissements dans des dizaines d'entreprises. Mes conseillers financiers s'occupent des détails. Et je suppose qu'ils ont aussi géré les 7 appels téléphoniques entre toi et Dominique Rafferty la semaine précédant son assassinat. Cette fois, Grégory il ne put cacher sa surprise. Vous bluffez. Nolan déposa un dossier sur le bureau. Les relevés téléphoniques ne mentent pas. Les comptes offshore que vous utilisez pour transférer de l'argent entre vos projets de développement et certains responsables gouvernementaux non plus. Le FBI trouve ce genre de choses fascinant. Que voulez-vous? La voix de Grégory avait perdu son ton condescendant. Je veux savoir pourquoi. Étais-je juste un moyen pratique d'accéder aux contrats gouvernementaux de mon entreprise? Ou y avait-il quelque chose de personnel? Grégory se servit lentement un whisky sans en offrir un à Nolan. Votre entreprise de sécurité était un bonus, pas l'objectif. La réalité est bien plus simple. Vous n'alliez jamais faire partie d'eux. La famille. Véronica avait besoin de quelqu'un de docile, quelqu'un qui l'adorerait suffisamment pour ne pas en déceler les signes avant-coureurs. Vous correspondiez au profil et au complot meurtrier. Une escalade malheureuse. Le plan initial était le divorce après avoir accédé aux contrats gouvernementaux de votre entreprise. Véronica s'impatienta. Sous vos encouragements, Grégory haussa les épaules. Le temps, c'est de l'argent, et elle était toujours influençable. Nolan hocha lentement la tête, assimilant le calcul froid de tout cela. Vous devriez savoir que j'ai enregistré toute cette conversation et obtenu l'accès à cette réunion légalement avec l'autorisation écrite de votre secrétaire. Pour la première fois, une véritable inquiétude a traversé le visage de Grégory. Vous portez un micro. Bienvenue au XXIe siècle, Grégory. Tout est numérique maintenant. Nolan a fait un geste vers le stylo à l'air innocent qu'il portait dans sa poche de poitrine. L'inspectrice Mandé vous salue. Elle arrivera bientôt avec un mandat d'arrêt, comme si de rien n'était. Des sirènes se sont fait entendre au loin. Le visage de Grégory s'est crispé de rage. Vous pensez que cela change quelque chose? Les gens comme moi ne vont pas en prison, Nolan. Nous sommes les maîtres du système que vous essayez d'utiliser contre moi. Nolan s'est peut-être dirigé vers la porte. Mais j'ai appris que ce n'est pas une question de système. C'est une question d'influence. Et pour l'instant, j'ai tout. En moins d'une heure, Grégory Harding était escorté hors de son manoir, menotté, et accusé de complot en vue de commettre un meurtre, de blanchiment d'argent et de fraude électronique. Les accusations contre Véronica et Dominique se sont considérablement renforcées avec l'implication de Grégory. Documenté. Ce soir-là, Nolan était assis seul dans son appartement temporaire, les yeux rivés sur la photo de mariage qu'il n'avait toujours pas jetée. 5 ans de sa vie consacrés à une femme qui ne l'avait jamais aimé, orchestrée par un homme qui ne le voyait que comme un tremplin. Son téléphone sonna, Théo prenant des nouvelles. Ils sont tous en garde à vue, dit Nolan d'un ton neutre. Grégory, Véronica, Dominique, même Terra pour complicité après les faits. Ça devrait être une victoire, observa Théo lorsque Nolan s'arrêta. Ce n'est pas suffisant. Que demander de plus? Il risque une lourde peine de prison. Nolan posa la photo. Ils ont pris 5 ans de ma vie. Théo, ils ont envahi ma maison, mon entreprise, mon lit, tout en planifiant ma mort. La prison ne suffit pas, Nolan. La voix de Théo portait un avertissement. Tu as gagné. Ne franchis pas les limites que tu ne peux pas franchir. Mais Nolan avait déjà commencé à élaborer la phase suivante de son plan. Une justice légale ne suffirait jamais pour ce qu'ils avaient fait. Une véritable vengeance exigeait une approche plus personnalisée. Je t'appelle demain, dit-il, raccrochant avant que Théo ne puisse argumenter davantage. Il ouvrit son ordinateur portable et commença à rédiger des emails à des contacts spécifiques. Des personnes dont les services relevaient d'un territoire éthique et juridique trouble, des personnes qui pouvaient l'aider à s'assurer que, même si ces traîtres étaient finalement libérés, ils ne retrouveraient rien de leur vie antérieure. Chapitre 6. Le prix du sang.
La date du procès était fixée à mars, dans 4 mois. En attendant, Nolan reprit méthodiquement le contrôle de sa vie tout en préparant le terrain pour sa vengeance complète. Sa première cible était Gregory. L'empire de Harding. Grâce aux relations de Wesley dans le journalisme financier, Nolan a fait publier dans le Wall Street Journal un exposé détaillé des pratiques commerciales de Gregory. L'article détaillait des acquisitions foncières douteuses, des violations environnementales et des témoignages d'anciens employés sur des pratiques coercitives. Si aucune de ces allégations n'aurait suffi à détruire Gregory, elles ont créé suffisamment de fumée pour déclencher de multiples enquêtes réglementaires. En quelques semaines, les investisseurs de Gregory ont commencé à se retirer. Les associés ont pris leur distance. Le nom de Harding, autrefois synonyme de prestige et d'immobilier dans le Massachusetts, est devenu toxique. Pauline Harding a confronté Nolan devant le tribunal après une audience préliminaire. « Vous avez détruit la réputation de mon frère sur la base de mensonges », a-t-elle sifflé. « Je n'ai rien fait d'autre que de faire en sorte que la vérité soit rendue publique », a répondu Nolan calmement. « Cette destruction est entièrement auto-infligée. Cette vendetta ne t'apportera pas la paix, Nolan. La paix n'a jamais été mon objectif, Pauline. » Pour Dominique Rafferty, l'approche de Nolan était plus directe. Utilisant les relations de son entreprise de sécurité avec des entrepreneurs militaires, il s'est assuré que chaque détail de la révocation déshonorante de Dominique des informations jusque-là confidentielles soit largement diffusé. La raison de cette révocation, la vente de matériel militaire au marché noir, était particulièrement accablante. De plus, Nolan a financé anonymement la représentation juridique de 3 femmes qui avaient précédemment tenté de porter plainte pour agression contre Dominique. Grâce aux ressources et au soutien appropriés, leurs dossiers ont pris de l'ampleur, aggravant les problèmes juridiques croissants du complice de Veronica. Mais c'est à Veronica elle-même que Nolan a réservé sa réponse la plus calculée. Plutôt que de l'attaquer directement, il a systématiquement démantelé le monde dans lequel elle espérait retourner si jamais elle échappait à une condamnation. Il a vendu leur maison et fait don de la plupart des meubles à des associations d'anciens combattants. Il a dissous leurs investissements communs, utilisant sa part pour créer une fondation d'aide aux victimes de violences conjugales. Il a même adopté le chat qu'elle avait insisté pour garder mais dont elle s'occupait rarement, le donnant à une personne âgée. Un voisin qui l'a comblé d'affection. Plus important encore, il a rassemblé toutes les photos, lettres et souvenirs de leurs 5 années de vie commune et a organisé une cérémonie de brûlage, invitant ses amis proches à assister à sa renaissance symbolique. L'événement a été couvert par les médias locaux, présentant Nolan comme un personnage sympathique avançant sainement vers la guérison, isolant encore davantage Veronica dans l'opinion publique. « Tu deviens obsédé », a averti Théo lors d'un dîner, 6 semaines après la campagne de Nolan. « Ce n'est pas une guérison, c'est une suppuration. Je suis en parfaite santé », n'a insisté personne, coupant méthodiquement son steak. « Je fais de l'exercice quotidiennement, je dors bien et mon entreprise prospère. » Le contrat gouvernemental a été conclu malgré les tentatives de Gregory de le saboter. Ce n'est pas ce que je veux dire, et tu le sais. Théo s'est penché en avant. Tu concentres toute ton énergie à les détruire. Que se passe-t-il quand il n'y a plus rien à détruire? Alors je saurai que c'est fini. Et après? Tu construis une vie sur les cendres de la vengeance. Nolan s'est assis. Ses ustensiles. Ils m'ont volé 5 ans, Théo. 5 ans à construire une vie avec quelqu'un qui complotait ma mort. Que voulez-vous que je fasse? Pardonner et oublier. Non. Mais il y a une différence entre la justice et l'obsession. L'une guérit, l'autre consume. La conversation fut interrompue par le téléphone de Nolan. Inspecteur Mendes. Veronica demande un rendez-vous, dit-elle sans préambule. Elle dit avoir des informations que vous aimeriez entendre avant le procès. Quel genre d'informations? Elle ne voulut rien dire. Insiste pour vous parler directement. Aucun avocat présent. Nolan réfléchit à cela. Lors de la visite surveillée du lendemain au centre de détention, après avoir raccroché, il regarda Théo. Veronica veut me rencontrer. C'est une manipulation, dit Théo immédiatement. Elle sait que les accusations contre elle sont solides. Elle cherche tous les moyens d'améliorer sa situation. C'est précisément pour ça que je pars. Je veux voir ce qu'elle pense pouvoir utiliser contre moi maintenant. Le lendemain après-midi, Nolan était assis en face de Veronica dans la salle de visite du centre de détention. 3 mois d'incarcération avaient terni son apparence habituellement impeccable.
Ses cheveux blonds manquaient de leur éclat habituel, et sans maquillage, les ridules autour de ses yeux étaient plus prononcées. « Merci d'être venu, dit-elle d'une voix plus douce que dans ses souvenirs. L'inspecteur Mandé a dit que vous aviez des informations pour moi. » Toujours direct. Un fantôme de son ancien sourire apparut. « C'est ce que j'ai d'abord trouvé attirant chez vous. Pas de jeu, pas de faux semblants. » Contrairement à votre approche de notre relation, elle accepta la barre d'un léger hochement de tête. « Je le mérite. Mais ce que j'ai à vous dire ne concerne pas nous. Il s'agit de Grégory. Je connais les activités criminelles de votre oncle. Pas toutes. » Elle se pencha en avant. Le blanchiment d'argent ne consistait pas seulement à blanchir l'argent des transactions immobilières. Il transférait des fonds pour la famille Brennan. Les Brennan étaient notoirement influents dans la hiérarchie du crime organisé de Boston. Profondément ancrés, mais suffisamment insaisissables pour éviter des condamnations majeures. Grégory tenait des registres, dit-elle. Suite. Une assurance, comme il l'appelait. Nom, date, montant. S'il lui arrive quelque chose en prison, arrêtez. Nolan leva la main. S'il s'agit d'échanger des informations contre de la clémence, portez-le devant le procureur. Il ne s'agit pas de clémence. Il s'agit de survie. Son sang-froid se brisa légèrement. Les Brennan savent que Grégory a des documents. Ils ont déjà pris contact par différents canaux, précisant clairement que personne de son entourage n'est en sécurité. Cela inclut moi et vous. Moi? Je n'ai jamais eu aucun lien avec les opérations de Grégory. Vous pensez que cela importe à des gens comme les Brennan? C'est vous qui avez dénoncé Grégory dans leur monde. Cela vous rend responsable de toute menace pour leur organisation. Nolan l'observa, cherchant la manipulation. Pourquoi me prévenir? Parce que malgré tout, je n'ai jamais souhaité votre mort. Nolan, c'était l'escalade de Grégory et l'empressement de Dominique. Je voulais juste. Elle a balayé mon argent, les contrats de mon entreprise, tout sauf moi. Elle n'a pas nié. Les documents sont dans un coffre-fort à la First Maritime Bank. Coffre 2317. Grégory m'a donné la clé quand j'ai accepté de t'épouser. Elle est dans un montant de lit creux chez ma mère. La chambre d'amis, à gauche de la tête de lit. Nolan se leva. Je transmettrai cette information à l'inspecteur Mendes. Si elle s'avère utile, le procureur en tiendra peut-être compte dans ta condamnation. Alors qu'il se retournait pour partir, Véronica l'appela. Nolan, je suis désolé, non pas de m'être fait prendre, mais d'être devenu quelqu'un qui pourrait faire ça à quelqu'un d'autre. Il s'arrêta à la porte. Sauve ta performance, Véronica. Tu n'as pas regretté pendant 5 ans de tromperie. Tu n'as pas regretté quand tu as discuté de mon meurtre au déjeuner. Tu regrettes seulement maintenant parce que tu as échoué. Les informations sur le lien avec Brennan se sont avérées exactes. En quelques jours, le FBI a intégré les preuves du coffre-fort de Grégory dans une enquête plus vaste du RCO contre la famille criminelle. La coopération de Véronica ne lui a valu aucune réduction de charge, mais pourrait influencer sa condamnation. Plus important encore pour Nolan, elle a apporté la dernière pierre à l'édifice. L'architecture de la trahison qui avait façonné les 5 dernières années de sa vie. Grégory n'avait pas été qu'un riche opportuniste utilisant sa nièce comme un pion. Il avait blanchi de l'argent pour le crime organisé, faisant de Nolan un complice involontaire d'opérations criminelles graves. Cette prise de conscience cristallisa sa détermination. Sa campagne de vengeance n'était pas justifiée, elle était nécessaire, non seulement pour sa tranquillité d'esprit, mais aussi pour garantir que ceux qui avaient conspiré contre lui ne puissent plus jamais reconstruire leur vie pour le menacer à nouveau. À l'approche de la date du procès, Nolan se préparait à porter les coups de grâce dans sa vengeance méthodiquement orchestrée. Le système judiciaire fournirait le cadre, mais Nolan veillerait à ce que la peine soit bien supérieure à celle prononcée par le tribunal. Chapitre 7. De la cendre à la poussière. Le procès dura 11 jours. 11 jours de preuves méticuleusement présentées par l'accusation. 11 jours de contre-mesures désespérées par la défense. 11 jours de Nolan assis stoïquement à la galerie. Son expression ne trahissait jamais la satisfaction calculée qu'il éprouvait à regarder Véronica. Dominique et Grégory se tortillent sous le poids de leur complot révélé. Sullivan Pierce, l'avocat onéreux de Véronica, tente de la présenter comme une autre victime, manipulée par son oncle et contrainte par Dominique.
La stratégie s'effondre lorsque l'accusation diffuse l'enregistrement du sous-sol où Veronica explique clairement à Dominique comment s'assurer que la fuite de gaz tuera Nolan efficacement. Le dernier jour, alors que le jury entame ses délibérations, Nolan rencontre le procureur adjoint Francis Callaway dans son bureau. Le jury ne restera pas longtemps en liberté, prédit-elle en rangeant les documents du procès dans des cartons étiquetés. Les preuves sont accablantes. Quelle peine envisageons-nous ? Demande Nolan. Gregory encourt une peine minimale de 15 à 20 ans pour complot en vue de commettre un meurtre, plus les délits financiers et la loi RICO. Les antécédents de Dominique le pousseront vers la peine maximale, probablement 25 ans. Elle hésita. Veronica est plus délicate. Aucun dossier préalable épice n'a construit un récit quelque peu convaincant de la manipulation, probablement de 10 à 15 ans avec possibilité de libération conditionnelle après avoir purgé au moins un tiers de sa peine. Oui, voyant l'expression de Nolan, elle a ajouté, c'est toujours une conséquence importante, monsieur Voss. De nombreux cas similaires se terminent par des phrases beaucoup plus légères. Je comprends les réalités juridiques, a-t-il répondu. Je suis reconnaissant pour vos poursuites approfondies. Après avoir quitté le palais de justice, Nolan s'est rendu à un aperçu isolé où Wesley attendait. Ils se sont assis en silence, en regardant le coucher du soleil sur la ligne d'horizon de Boston. La délibération du jury, a finalement déclaré Nolan. Et tu n'es pas satisfait ? Observez Wesley. Le système juridique n'est pas conçu pour la satisfaction. Il est conçu pour la procédure. Wesley a étudié attentivement son ami. L'avez-vous planifié, Nolan ? Avez-vous obtenu les documents que j'ai demandés ? Avec une réticence évidente, Wesley a remis une enveloppe de manille. Tout est là, mais je veux que je pense que cela franchit une ligne. Notez, Nolan a examiné le contenu. Dossier de propriété, état financier et coordonnées pour plusieurs personnes clés. Qu'en est-il des arrangements offshore ? La configuration est spécifiée. Retour introuvable à vous. Bon. Et la situation de Brennan, Wesley s'est déplacé inconfortablement. Le raid du FBI est prévu pour demain matin sur la base des preuves de Gregory. Plusieurs emplacements simultanément. Si cela se déroule comme prévu, la plupart de leur organisation sera en détention à midi. Hier, toute information sur la coopération de Dominique a planté dans le système. À ce jour, il a atteint le lieutenant de Brennan toujours à l'extérieur. Nola hocha la tête, satisfaite. Les pièces s'alignaient parfaitement. Une dernière chose. Avez-vous parlé avec le titulaire de l'hypothèque de Pauline ? Oui. Une fois le procès terminé, ils procéderont à la forclusion quelle que soit toute tentative de renégociation. Merci, Wesley. Je sais que ce n'est pas confortable pour vous. Vous avez sauvé mon entreprise et ma réputation lorsque tout le monde m'a abandonné, a répondu Wesley. Je t'aurai toujours de retour, Nolan, mais cette vendetta, ça change une personne. Assurez-vous simplement que l'homme qui sort de l'autre côté est quelqu'un avec qui vous pouvez vivre. Le jury est revenu avec leur verdict le lendemain matin. Coupable sur tous les chefs d'accusation pour les 3 défendeurs. Comme Nolan l'avait prédit, Gregory a reçu 18 ans pour complot en vue de commettre un meurtre et un délai supplémentaire pour les délits financiers. Dominique a été condamné à 22 ans. Veronica a reçu 12 ans avec possibilité de libération conditionnelle après avoir servi. Alors que la salle d'audience a vidé, Nolan est resté assis, regardant les 3 personnes qui avaient conspiré pour mettre fin à sa vie et tes menottes. Veronica a regardé en arrière une fois, son expression illisible. Nolan a rencontré son regard régulièrement, se permettant un seul léger signe de tête. Reconnaissance, pas pardon. À l'extérieur, les journalistes ont réclamé sa déclaration. Il a livré une réponse soigneusement répétée sur la gratitude pour le système judiciaire et son intention d'avancer dans sa vie. Ce qu'il n'a pas mentionné, c'est que sa définition de l'avenir comprenait de s'assurer que ces trahisons n'avaient rien à revenir lorsqu'ils ont jamais retrouvé leur liberté. Ce soir-là, les dominos qu'il avait arrangés ont commencé à tomber. La nouvelle a annoncé l'opération massive du FBI contre la famille Brennan crime avec de multiples arrestations et convulsions de biens et d'actifs. Enterré dans la couverture, on mentionne bref que les autorités ont été aidées par des informations de Dominique Rafferty, commençant actuellement sa peine de prison. Dans le système pénitentiaire, ces informations seraient une condamnation à mort. Dominique passerait toute son incarcération en garde à vue, isolé, constamment vigilant, jamais sûr. La preuve plantée n'était même pas vraie,
mais elle atteindrait le but de Nolan malgré tout. Pour Gregory, le calcul est venu sous forme d'annihilation financière. Alors qu'il était assis dans sa cellule de prison, les sociétés offshore détenant une grande partie de sa richesse ont connu une série de violations de sécurité. Les comptes ont été vidés, transférés par un labyrinthe de canaux numériques avant d'atteindre finalement les organismes de bienfaisance environnementaux que Gregory avait activement combattus pendant des années. Simultanément, des preuves de fraude fiscale sont apparues mystérieusement dans les bases de données IRS, déclenchant des audits automatiques de tous les actifs durs restants. Le matin, les maigres fédéraux seront placés sur chaque propriété, intérêt commercial et compte portant le nom de Gregory. Quant à Veronica, l'approche de Nolan était plus personnelle. Utilisant l'autorité légale qui lui a été accordée comme son mari avant la finalisation de leur divorce, il a systématiquement démêlé son image publique soigneusement construite. Ses comptes de médias sociaux ont affiché des confessions prêchées. Ses courriels ont envoyé des lettres d'excuses à des amis et aux associés détaillant ses tromperies, et toutes ses photos et vidéos personnelles ont été supprimées du stockage du cloud, effaçant son existence numérique aussi complètement qu'elle avait tenté d'effacer son physique. De plus, il a créé un fonds en fiducie substantielle pour les victimes de tentatives d'homicide, le nommant après sa mère. La fondation fournirait des services de soutien, une assistance juridique et un logement de transition, tous financés initialement par le produit de la vente des actifs que Veronica avait espéré réclamer après sa mort. Le lendemain matin, alors que Nolan se préparait à une réunion avec le conseil d'administration de son entreprise pour discuter des plans d'expansion, a appelé le détective Mendes. Il y a eu un incident, dit-elle, sa voix professionnelle m'est tendue. Dominique Rafferty a été attaqué ce matin dans la cour de la prison. Il est dans un état critique. Je pensais qu'il serait en garde à vue. Personne n'a répondu, attention à garder son ton neutre. Il devait transférer. Quelqu'un a divulgué les détails du transport. Elle fit une pause. J'appelle parce qu'il y a des rumeurs sur l'attaque liée à des informations sur lui en coopération contre les Brennan. Des informations qui n'étaient pas exactes si je me souviens de nos conversations. C'est vrai, une autre pause. Ces rumeurs, ils sont apparus très soudainement dans des canaux très spécifiques. Nolan a compris ce qu'elle demandait vraiment. C'est préoccupant. J'espère que les autorités trouveront quiconque était responsable de la propagation de la désinformation. Monsieur Vos Nolan, je comprends davantage le désir de justice que la plupart, mais il y a des lignes qui ont traversé un changement qui nous sommes. J'apprécie votre préoccupation, détective. Y avait-il autre chose? Le silence s'est étendu pendant plusieurs secondes avant de répondre. Non, rien d'autre. Alors que Nolan terminait l'appel, il ne ressentait aucun triomphe à la nouvelle de l'attaque de Dominique, aucune satisfaction dans l'effondrement financier de Gregory, aucun plaisir dans la destruction sociale de Veronica. Ce qu'il ressentait, c'était la certitude cool que les actions ont eu des conséquences, que la trahison a extrait son propre prix unique et qu'il avait été l'instrument de cette comptabilité cosmique. Chapitre 8. Solde sur la Terre. 6 mois après le procès, la société de sécurité de Nolan s'était étendue à 3 villes supplémentaires. Le contrat gouvernemental que Gregory et Veronica avaient convoité ont formé les bases d'une entreprise maintenant évaluée à plus de 70 millions de dollars. Nolan avait canalisé ses compétences organisationnelles et son esprit analytique pour construire quelque chose de substantiel à partir des cendres de sa vie personnelle. En surface, il semblait aller de l'avant admirablement. Il avait acheté une nouvelle maison dans un quartier différent, établi de nouvelles routines, recommencé à nouveau avec désinvolture, bien qu'il ait maintenu des frontières émotionnelles strictes qu'aucun de ses compagnons n'avait encore pénétrées. En dessous de cette normale soigneusement construite, Nolan a continué à surveiller les conséquences de sa rétribution avec une précision méthodique. Des rapports hebdomadaires sont arrivés dans des emails cryptés. Gregory a détérioré la santé en prison. L'appel infructueux de Veronica. La lenteur de Dominique de la lenteur de ses blessures sous garde constante. La descente de Pauline Harding en ruine financière alors que la richesse familiale s'est évaporée et que les créanciers ont encerclé. Taralel a eu du mal à trouver un emploi après son implication dans le complot est devenu des connaissances publiques. Il a conservé ses mises à jour dans un dossier numérique sécurisé étiqueté. Un rappel que la justice était en cours. Pas un seul moment de verdict ou de condamnation. Par un matin d'automne net, Nolan a rencontré Théo pour son petit déjeuner désormais traditionnel du samedi. Son frère avait regardé la transformation de Nolan avec une préoccupation croissante. Mais aujourd'hui, il avait ses propres nouvelles. Je déménage en Arizona,
a annoncé Théo après avoir commandé un contrat de sécurité avec une entreprise technologique qui a mis en place des installations à Phoenix. Engagement minimum à 2 ans. C'est un changement significatif. Personne n'a observé. Vous n'avez jamais mentionné l'intérêt de quitter le Massachusetts. Théo l'a étudié un instant. Parfois, la distance offre une perspective. J'en ai besoin maintenant. De quoi? De cela. Théo a fait un geste entre eux. En regardant mon frère se transformer en quelqu'un que je reconnais à peine. Je suis la même personne que j'ai toujours été. Non. Le Nolan que je connaissais a compris la différence entre la justice et la vengeance. Il n'aurait pas orchestré l'accident de la cour de la prison de Dominique Raffer. L'expression de Nolan est restée neutre. Je n'avais rien à voir avec ce qui est arrivé à Rafferty. Peut-être pas directement, mais nous savons tous les deux que vous avez créé les circonstances. Théo se pencha en avant. La mystérieuse crise cardiaque de Gregory Harding le mois dernier après que son médicament a été accidentellement changé. La forclusion sur la maison de Pauline malgré elle a pris des dispositions avec la banque. Les conseils anonymes à la carte de libération conditionnelle de Véronica à chaque fois qu'elle se présente à la considération. Vous semblez très préoccupé par le bien-être des personnes qui conspirent pour me tuer. Je suis préoccupé par vous. Cette obsession de surveiller leur souffrance, de s'assurer qu'elle continue, elle vous consomme. Quand cela finit-il, Nolan? Quand sont-ils suffisamment punis? La question pendait entre eux à mesure que leur nourriture arrivait. Nolan a méthodiquement organisé son argenterie avant de répondre. Je me posais la même question. Mais j'ai réalisé quelque chose. Il n'y a pas assez. Aucune punition équivaut à 5 ans de mensonges culminant dans la tentative de meurtre. Il ne s'agit donc pas d'atteindre l'équivalence. Il s'agit de garantir que les conséquences sont permanentes. Ce n'est pas la justice. C'est jouer Dieu. Non, cela garantit que les actions ont des conséquences irréversibles, tout comme la mienne aurait été si leur plan avait réussi. La voix de Nolan est restée calme, raisonnable. Je ne leur fais plus du mal activement, Théo. Je m'assure simplement de ne jamais récupérer ce qu'ils ont perdu. Théo repoussa son assiette. L'appétit partit. Vous entendez-vous? Vous parlez de consacrer votre vie à vous assurer que d'autres personnes restent misérables. Ce n'est pas guérir. Ce n'est pas avancer. J'ai reconstruit mon entreprise. J'ai créé de nouvelles relations. Par toute mesure objective, je vais de l'avant. Extérieurement, oui. Mais à l'intérieur, Théo a tapé son temple. Vous vivez toujours à ce moment où vous avez entendu Véronica tracer votre mort. Vous n'avez pas déplacé un pouce de ce jour. L'accusation s'est rapprochée de la vérité que Nolan ne voulait l'admettre. Il a changé de tactique. J'apprécie votre préoccupation, mais c'est ma vie, mon choix et comment traiter ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi je pars, répondit Théo tranquillement. Je ne peux pas regarder cette version de vous calcifier en permanence. Le frère que je connaissais comprenait que s'accrocher à la haine ne vous est pas des poisons. Le frère que vous connaissiez était assez naïf pour épouser une femme qui a passé 5 ans à planifier son meurtre. Théo se tenait en baisse de l'argent sur la table pour son repas intact. Appelez-moi lorsque vous êtes prêt à guérir, pas seulement survivre. Je serai toujours ton frère, Nolan. Mais je ne peux pas être complice de ce que vous devenez. Après le départ de Théo, Nolan était assis seul, terminant son petit déjeuner avec la même précision méthodique qu'il a appliquée à tout maintenant. Les paroles de son frère résonnaient inconfortablement, contestant le récit qu'il a construit autour de ses actions. Plus tard dans la soirée, il s'est retrouvé stationné à l'extérieur du centre correctionnel de l'État où Véronica purgeait sa peine. Il n'avait pas prévu de venir ici, avait activement évité d'être près de cet endroit depuis le procès. Pourtant, le départ de Théo avait déclenché quelque chose d'inattendu. Un besoin d'affronter la source de sa transformation. Il n'est pas entré à l'intérieur, n'a pas demandé de visite. Au lieu de cela, il s'est assis en regardant les murs imposants, a essayé d'identifier l'émotion qui se déclenche sous son contrôle soigneusement maintenu. Ce n'était pas de la satisfaction ou de la justification. Plus de colère. C'était quelque chose de plus fou, plus persistant. Son téléphone a sonné avec un email entrant. La mise à jour hebdomadaire sur ses circonstances de trahison. Au lieu de l'ouvrir immédiatement comme il le faisait habituellement, il hésita, les mots de Théo se rejouaient dans son esprit.
Vous vivez toujours à ce moment où vous avez entendu Véronica tracer votre mort. Vous n'avez pas déplacé un pouce de ce jour. Avec un mouvement délibéré, il a déplacé l'email vers un dossier sans le lire. Puis il a commencé la voiture et s'est éloigné de la prison sans aucune destination, mais une certitude croissante que quelque chose devait changer. Ce n'est pas sa détermination à l'égard de ceux qu'il avait trahis qui est resté inchangé. Mais peut-être que l'espace qu'ils occupaient dans ses pensées quotidiennes, l'énergie qu'il a consacrée à la surveillance de leur souffrance pourrait être redirigée vers quelque chose de plus constructif que la simple surveillance de leur chute. Alors qu'il a traversé la nuit, Nolan a commencé à formuler une nouvelle approche, qui cimenterait son châtiment tout en le libérant de la nécessité de le maintenir activement. Un dernier calcul qui lui permettrait vraiment d'avancer tout en veillant à ce qu'il ne le pouvait jamais. Chapitre 9. Scelle la Terre. L'hiver est descendu à Boston avec une férocité particulière cette année-là. 3 principaux tempêtes de neige avaient paralysé la ville en décembre seulement, créant un paysage silencieux qui reflétait l'état de plus en plus contemplatif de Nolan. Au cours des mois qui ont suivi le départ de Theo pour l'Arizona, Nolan avait méthodiquement restructuré sa relation avec la vengeance. Il avait cessé de lire les rapports hebdomadaires, demandant à ses enquêteurs de continuer à surveiller, mais de le contacter uniquement si quelque chose nécessitait son attention directe. Il avait établi des systèmes automatisés pour maintenir les pressions financières et légales sur les actifs familiaux du Harding, et il avait finalement déposé un divorce, mettant fin à son lien légal avec Véronica après près d'1 an de retard délibéré. Aujourd'hui marquerait la phase finale de son approche recalibrée. Alors qu'il boutonnait son par-dessus contre le froid mordant, Nolan a passé en revue son horaire pour ce qu'il venait à considérer comme sa journée de fermeture. Premier arrêt, le bureau de l'avocat pour signer les documents de divorce finalisés. Véronica avait finalement accepté ces conditions, renonçant à toutes les réclamations à tout actif acquis pendant leur mariage. Acceptant des ordonnances de retenue à vie et reconnaissant de nombreuses sanctions financières si elle tentait de le contacter ou de parler publiquement de leur relation après sa libération éventuelle. Elle ne reçoit que sa liberté quand elle est délabrée. Son avocat a confirmé que personne n'a signé le dernier document et même cela sera fortement restreint par ces conditions. A-t-elle été informée de la finalisation? La prison réalisera les documents aujourd'hui. Son prochain rendez-vous l'a conduit au jardin commémoratif qu'il avait créé en l'honneur d'autres survivants de la tentative d'homicide par des partenaires intimes. La fondation qu'il avait créée a désormais fourni des services de soutien dans 3 États prévoyant de se développer à l'échelle nationale. Il a parcouru les chemins enneigés, examinant le monument de pierre simple en son centre, inscrit de mots qui étaient devenus quelque chose d'un mantra personnel, de la survie à la renaissance. Midi l'a trouvé au siège de sa société de sécurité, où le conseil d'administration s'était rassemblé pour une annonce spéciale. Nolan se tenait devant eux, projetant la confiance qui était devenue sa marque dans les milieux commerciaux. À compter immédiatement, je démissionne de PDG, a-t-il annoncé, surprenant tout le monde sauf Wesley, qui avait été informé la veille. Je vais maintenir ma position au conseil d'administration, mais je passerai à un nouveau rôle en tant que chef de notre division à but non lucratif, en se concentrant sur les solutions de sécurité pour les populations vulnérables. Les questions sont venues rapidement. Pourquoi maintenant? Qui le remplacerait? Était-ce lié à son traumatisme personnel? Nolan s'est adressé à eux avec une pratique calme, expliquant que l'expansion réussie de l'entreprise a fourni l'occasion idéale pour un nouveau leadership tout en lui permettant de canaliser son expertise dans un impact social significatif. Ce qu'il ne partageait pas, c'est la reconnaissance privée qui avait suscité cette décision. Que son obsession de surveiller les souffrances de son traître avait commencé à refléter leur fixation sur le détruire. Cette symétrie le troublait d'une manière qu'il ne pouvait pas complètement articuler, mais savait qu'il devait se briser. Son dernier arrêt pour la journée l'a ramené au centre correctionnel de l'État, cette fois avec but. Il avait organisé une réunion supervisée avec Véronica. Il y a d'abord depuis la brève rencontre avant le procès il y a plus d'1 an, elle est entrée dans la salle de visite avec une surprise visible. L'environnement pénitentiaire avait poursuivi sa transformation de son apparence. Plus mince, plus pâle, son toilettage autrefois méticuleux simplifié par les limitations institutionnelles. Pourtant, elle s'est transportée avec le même calcul d'équilibre qu'il a reconnu de leur mariage. « Je ne m'attendais pas à vous revoir », a-t-elle dit en s'asseyant en face de lui. Aujourd'hui semblait approprié. Le divorce est finalisé. Elle hocha la tête. Donc, j'ai été informé. Vous avez tout enlevé. Pas tout. Vous avez toujours votre vie, ce qui est plus que ce que vous prévoyez de me quitter. C'est pourquoi vous êtes ici?
Une dernière occasion de souligner votre victoire. Il a procédé à sa déclaration préparée. Un financement suffisant pour continuer à atteindre ce processus. À garantir que les conséquences de vos actions s'étendent au-delà quelle que soit la peine que le tribunal a imposée. Toi, Grégory et Dominique avez tenté de tout prendre de moi. Vous avez échoué. Maintenant, vous vivez avec la réalité que tout vous a été enlevé en permanence, irrévocablement. Et cela vous donne satisfaction. Sa voix portait un soupçon de charme manipulatrice qui avait autrefois assombri son jugement. La satisfaction n'est pas pertinente. C'est simplement l'achèvement. Il se leva, rassemblant son manteau. Je ne surveillerai plus votre situation, Véronica. Je ne vérifierai pas vos appels ou vos conditions de prison. J'ai établi des systèmes qui maintiendront automatiquement ces conséquences sans nécessiter mon attention ou mon énergie. Donc, vous avancez enfin. Il y avait quelque chose de presque commun. Soulagement dans son ton. Non. Sa voix était calme mais absolue. J'ai déjà continué. Cela confirme simplement que vous ne le ferez jamais. Alors qu'il se tourna pour partir, elle l'appelait. Vous savez, vous êtes devenu exactement ce que Grégory a dit que vous finiriez par vous révéler. Froid, calculant, impitoyable. Peut-être que nous n'étions pas si différents après tout. Nolan s'arrêta à la porte. La différence est que je n'aurais jamais conspiré pour assassiner quelqu'un pour un gain financier. Tout ce que je suis devenu a été forgé dans le feu que vous avez créé. À l'extérieur, la neige tombait à nouveau, adoucissant les lignes dures du complexe pénitentiaire. Nolan se tenait un instant, respirant dans l'air vif d'hiver, sentant un changement subtil en lui-même. Pas liberté du passé, mais peut-être un récalibrage de son poids. Son téléphone a sonné. Théo appelant de l'Arizona. J'ai entendu parler des changements dans l'entreprise, a déclaré son frère quand Nolan a répondu. Wesley a mentionné que vous vous déplacez vers un travail à but non lucratif. Il semblait avoir un changement de concentration. La reconnaissance peut devenir sa propre prison. Alors qu'il continuait à parler, Nolan a traversé sa voiture, brossant la neige du pare-brise. Au loin, il pouvait voir les lumières de Boston briller à travers la brume d'hiver. La ville où il avait construit sa vie, l'avait perdu et avait maintenant reconstruisé quelque chose de différent à sa place. Ce qui a émergé des cendres de la trahison n'était pas l'homme qu'il avait été auparavant. Cette personne était morte au moment où il a entendu Véronica comploter avec Dominique. Mais ce n'était pas non plus le vengeur froidement obsessionnel qu'il devenait temporairement. Cette version de Nolan Voss apportait la sagesse durement gagnée selon laquelle la confiance doit être allouée aussi soigneusement que le capital, que la justice nécessitait un entretien actif et que l'avenir n'a pas nécessité oublié. Il avait salé la terre de l'avenir de son traître, garantissant que rien ne grandirait jamais à partir des ruines de leur complot. Maintenant, après avoir assuré cette désolation permanente, il pouvait attirer son attention sur la culture de son propre nouveau paysage, une création avec les fortifications protectrices que son expérience lui avait appris étaient essentielles, mais non définies uniquement par leur présence. La neige a continué à tomber alors qu'il s'éloignait de la prison pour la dernière fois, partant derrière Véronica et la version de lui-même qui avait existé principalement en réponse à sa trahison. Ce qui nous attendait est resté inexploré, mais pour la première fois depuis cet après-midi sur son canapé, faisant la sieste en entendant son meurtre, Nolan a senti quelque chose qui approchait de la véritable curiosité de ce que pourrait tenir son avenir. Pas le pardon, jamais cela, mais peut-être finalement quelque chose qui ressemble à la paix ne s'est pas construit sur le fondement de l'oubli, mais sur la certitude qu'une justice autrefois établie se maintiendrait sans consommer celle qu'il avait obtenue. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin. Qu'avez-vous pensé? J'adorerais entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous aimez cette histoire, envisagez de rejoindre notre communauté en vous abonnant. Cela signifie le monde pour nous.